Bonjour, c'est Cybercafé. Cette semaine, c'est le théâtre de la Balsamine qui nous accueille. Au menu de ce jour, on va voir qu'on peut gagner virtuellement de l'argent réel, autrement dit qu'on peut gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. On fera le point sur la protection des CD, on verra un petit peu la réaction des maisons de disques. On parlera d'une loi qui fait déjà beaucoup de bruit en France, à savoir la loi Fontaine. Et puis, on souhaitera la bienvenue à 2 nouveaux magazines papier, magazines parlant de jeux vidéo. Enfin, on parlera de musique électronique, plus précisément d'un livre sur Laurent Garnier. Tout ceci et bien d'autres choses, juste après le générique. A tout de suite. Bonjour Brice. Salut Rafounet. Ça va? Et j'ai cru que c'était ton petit frère, moi. Écoute, je teste de nouveaux looks. J'essaye un petit peu. J'abandonne la chemise et tout ça. Tu lâches la chemise. Je lâche. Tu tombes la chemise. Bonjour Gilles qui est venu avec Defender of the Crown, un joyau. La stratégie que j'utilisais à l'époque marche encore toujours très bien. C'est un jeu auquel moi j'ai joué en 86 sur... 86, mais il doit être complètement nul ce jeu. Non, parce que c'est un jeu qui ressort 17 ans après, par les mêmes développeurs qui ont décidé d'en faire une nouvelle version actuelle. C'est un truc évidemment qui se fait souvent, qu'on attend toujours au tournant parce qu'on se dit que ça n'a aucun intérêt. Oui, il y a eu ce type-là, en slip avec les poils rouges. Généralement, c'est tout à fait autre et on essaye de mettre ça à la sauce des nouvelles technologies. Et ici, ils n'ont pas fait des complexes de ce qu'ils voulaient faire et du gameplay qu'ils avaient créé à l'époque. Ils ont vraiment essayé de l'adapter à leur manière pour que ce soit assez... pour essayer de retrouver le même plaisir actuel. Le même jeu remis au bout du jour, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc... Et si on a déjà joué au jeu d'origine, est-ce qu'on y retrouve quelque chose de nouveau ou c'est exactement la même chose en 3D? On retrouve les mêmes sensations, mais c'est pas non plus le même jeu. C'est un jeu donc, qui propose une aventure centrée autour de Robin des Bois. C'est un jeu de stratégie au tour par tour à la risque, avec la vue bien typique de l'époque de la carte de l'Angleterre, avec pour but, pour mission d'étendre... le vieux parchemin. Voilà, et le but c'est d'étendre sa suprématie pour rendre le trône au roi Richard. Donc et ce jeu est entrecoupé de toute une série de gameplay, de petites phases d'action totalement différentes, mais qui, mis l'une à la suite des autres, il y a notamment sont cohérentes. Un grand classique, c'était la joute, où tu es à cheval et tu dois planter ta lance dans le... Et étonnamment, avec la technologie qu'ils ont utilisée, on retrouve vraiment les mêmes sensations. Parce que moi, la stratégie que j'utilisais à l'époque marche encore toujours très bien. Tu es un fin stratège. Oui, et c'est vraiment... Moi, je trouve... Tu te souviens, parce que tu avais quoi, 5, 6, 7 ans, 8 ans quand tu jouais à ça, et tu te souviens encore maintenant? Mais c'était un jeu que j'aimais. C'est dingue. C'est vraiment du bonheur pour moi, parce que c'était un jeu que je ressortais tous les 3-4 ans, parce qu'il m'avait vraiment marqué. J'aimais justement le retrouver à chaque époque. Et c'est un jeu qu'il ne faut pas... Est-ce que tu crois que c'est un jeu qui va plaire aux gens qui n'ont pas connu le jeu original? Difficile. Ceux qui n'ont pas eu la version originale peuvent jouer sur le site, mais moi je pense pas que... Enfin, en tout cas, ça risque d'être assez difficile de rentrer dans le trip sans justement le mettre de le comparer à ce qu'il fait actuellement, parce qu'il ne tiendra pas à la distance. Mais moi je trouve que c'est vraiment justement pour une fois une bonne occasion d'essayer un petit peu de voir ce qu'était le jeu vidéo avant, ce qu'il est maintenant, et aussi de se rendre compte qu'on n'a plus... Voilà, et qu'on n'a plus non plus une dizaine d'années. Voilà. Alors si vous êtes aussi un joueur de la génération un peu plus âgée qui a connu l'original, il y a 17 ans, on aura 5 exemplaires à gagner pour Xbox. Oui, mais il est disponible sur toutes les plateformes de jeux actuelles. Donc, si vous avez entre 25 et 30 ans, c'est le moment de regoûter aux anciennes saveurs. On va se rendre compte qu'il va peut-être y avoir un monde virtuel à 2 vitesses. Alors Renaud, si j'ai bien compris, on peut gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Pas tout à fait. En fait, on peut acheter et vendre des figurines que tu utilises dans des jeux virtuels ou bien des meubles qui ont été construits dans un espace virtuel comme dans les Sims. À l'heure actuelle, il y a des joueurs ou des internautes qui construisent par exemple un meuble et qui vont le vendre à une certaine valeur. Ou tu par peux acheter exemple, le meuble réel alors chez toi, non, il est virtuel. Ah, d'accord. Il est virtuel, donc on évolue dans un monde virtuel et tout est virtuel. Mais l'argent que tu vas payer sur un compte par une transaction bancaire est de l'argent réel. Je vais te donner un exemple. À l'heure actuelle, tu peux acheter carrément un compte EverQuest
qui a un certain nombre de niveaux à une certaine valeur. Par exemple, quand tu regardes eBay, tu as la catégorie 1654 qui correspond à tout ce qui est l'univers des jeux. Et là, en fait, il y a des mises aux enchères de comptes, par exemple à un niveau 5 pour certains types de jeux, ou bien de monnaie virtuelle, comme dans EverQuest, où tu as effectivement un certain nombre de valeurs, tu peux acheter des unités. C'est une sorte de bourse dans le jeu vidéo. C'est une bourse dans le jeu vidéo. Je trouve ça incroyable d'imaginer qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant de l'élevage d'avatars dans des mondes virtuels. Oui, c'est incroyable. Pour te donner un exemple, la valeur de ce revenu au cours de l'année 2003 s'est élevée à plus de 10 millions de dollars. Et ça pose de sérieux problèmes juridiques, par exemple au niveau imposition, au niveau transaction, quelles sont les règles de vente et d'achat, et en même temps... Au niveau garantie ? Au niveau garantie, parce que ça peut être une supercherie. Admettons, je peux décider de te vendre un avatar niveau 6 et tu es prêt à l'acheter, et je peux le détruire après. Mais quel est l'intérêt ça ? L'intérêt, je vais te donner un exemple. Tu es un joueur de moyen. Et tu as Brice qui est un excellent joueur et tu sais que tu vas le rencontrer lors d'une bataille. Moi, je suis un spécialiste qui va te construire un personnage plus fort que celui de Brice. Ah oui, d'accord. Pour piler Gilles, et on économise et on achète un personnage. On va dans Top Spin et on va piler Gilles. Donc l'idée, en fait, et tu vois, en fait, il y a une société à Hong Kong qui s'est spécialisée de manière... Ce sont des professionnels de montée de niveau de personnages de jeux virtuels. Il faut savoir, Renaud, qu'en fait, c'est aussi beaucoup pour gagner du temps. Parce que faire évoluer un personnage dans un jeu de rôle comme EverQuest, ça prend des semaines. Des semaines. Il faut jouer, et t'as pas le temps de jouer, mais tu voudrais avoir les mêmes plaisirs qu'un bon joueur. Bah, tu payes un petit peu d'argent à un gamin qui n'a rien d'autre à faire qu'élever un personnage, et hop, tu réutilises son compte et tu joues, quoi. Il faut avoir les moyens pour ça. Donc, il faut avoir les moyens. Cher, hein, quand même. On parle de 10 $. Non, on ne parle pas de 10 $. Là, j'ai un exemple d'un compte au départ, l'enchère de départ est de 1000 $. Donc, on va se rendre compte qu'il va peut-être y avoir un monde virtuel à 2 vitesses ou des joueurs à 2 vitesses, ceux qui ont des moyens d'acheter des personnages qui ont été élevés dans des fermes et les autres qui sont les laissés génétiquement modifiés. Attends, mais par les éleveurs. C'est quand même délirant. Hein. C'est délirant, mais ça pose des problèmes juridiques extrêmement importants au niveau des transactions, quelles sont les garanties. Deuxièmement, ça pose des problèmes finalement qui sont... C'est la disparition de la magie du jeu, parce que finalement, tout l'intérêt, c'est d'arriver toi-même à progresser. Donc finalement, c'est de nouveau, entre guillemets, les paresseux qui ont des moyens financiers, qui se trouvent à Eucle, qui vont dire « Papa, tu peux acheter ta carte de crédit pour acheter, j'ai besoin de mon petit personnage. » Papa, je suis trop con pour jouer aux jeux vidéo. Exactement, je suis trop con. Et donc là, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et moi, ma position personnelle, c'est une mise en garde par rapport aux éleveurs de personnages. Ce que vous remarquez, c'est que finalement, on reproduit le même schéma qui se produit dans la vie réelle. Exactement, c'est une forme de réplication dans un monde virtuel. C'est beaucoup mieux, parce que moi, par exemple, je joue très mal au tennis dans la vie réelle, et j'ai essayé d'acheter le talent de joueur de tennis, mais j'ai pas réussi. Oui, mais non, mais... même avec beaucoup d'argent. C'est une économie à 2 vitesses. C'est une économie à 2 vitesses, c'est un monde à 2 vitesses. Il y a ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Donc on va être aussi soumis à finalement des gens spécialisés dans la tricherie, parce qu'on pourra très bien, tu pourras te faire arnaquer, tu vas sur eBay, tu vas acheter un personnage à une certaine valeur, les enchères montent, finalement tu dis ok, je vais acheter. Renaud, on peut voir ça autrement. Renaud, on peut voir ça autrement et dire que ça permet aux gamins qui sont doués aux jeux vidéo de se faire des thunes. Et c'est bien pour eux. Ils passent des heures et des heures. Ils passent des heures et des heures à perdre leur temps selon leurs parents, mais maintenant ils vont pouvoir gagner leur vie. Et fabriquer des univers... voilà. Et dans Star Wars Galaxy, c'est encore plus dingue, puisque là, tu vas pouvoir construire des bâtiments, et donc et les vendre. Moi, je dis que c'est une nouvelle industrie. Moi, je trouve qu'on atteint un certain délire quand un personnage atteint finalement une valeur pratiquement supérieure à la valeur du dollar comparée à l'euro, tu vois. On atteint des délires. La monnaie virtuelle va pratiquement avoir une valeur supérieure à une monnaie réelle. C'est ce qui est en train de se passer pour certains personnages. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange profondément. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons jamais d'accord sur ce point. C'est un débat qui peut encore durer très longtemps entre vous deux. Oui, mais j'ai raison. Maintenant, il faut savoir si maintenant on peut acheter Lara Croft, est-ce qu'on peut acheter Angelina Jolie, en vrai? Brice, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de recevoir ou d'acheter un CD que tu ne puisses pas lire? Eh ben oui, exactement. Ça m'était arrivé avec le dernier Annie Lennox qui a carrément niqué ma sonneuse dans ma voiture. Ah, carrément? Oui, j'étais furieux. Eh ben, c'est la protection des CD et Laurent Stein nous a fait un petit reportage sur la... Il est parti enquêter là-dessus. Voilà, tout à fait. Et on regarde. Vous écoutez 10 heures.
Nous sommes dans une voiture relativement récente, équipée d'un autoradio avec lecteur CD, qui normalement obéit à la norme internationale disque digital audio. Et par ailleurs, on a ici un CD qui est Copy Control, donc petite mention Copy Control, parfois très laconique. Et on va essayer de le lire. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que il est impossible en fait de le lire, aucun son, aucune manipulation possible. En décembre 2003, Testachat cite devant les tribunaux 4 filiales belges de grandes maisons de disques, Sony, EMI, BMG et Universal Music. Ces systèmes d'antipiratage à la fois empêchent la copie privée et aussi nuisent à la lecture, à une bonne lecture de certains CD sur certains supports. Nous avons eu énormément de témoignages de consommateurs qui se plaignent évidemment de ne pas pouvoir, par exemple, lire ou copier sur leur ordinateur les CD incriminés. Ils se plaignent de ne pas pouvoir les entendre, par exemple, dans leur voiture. Depuis quelque temps, de nombreux CD sont en effet équipés d'un système anti-piratage censé empêcher la copie illégale de la musique qu'ils contiennent. Si la première version du système rendait les CD illisibles sur tout ordinateur, la seconde permet de lire celle-ci sur de nombreux PC, mais pose néanmoins problème sur certains autoradios, voire même sur certaines chaînes hi-fi. La plupart des mesures techniques, au fait, ont un système avec une seconde couche, ce qui veut dire qu'en introduisant ce support avec la mesure technique dans un lecteur CD-ROM, avec un ordinateur, cette seconde couche va générer un logiciel, c'est un peu technique, va générer un logiciel qui va permettre la lecture des enregistrements musicaux qui sont sur le CD. Maintenant, sans l'ordinateur ou le système d'ordinateur, ça ne tournera pas, le logiciel ne peut pas démarrer. Donc ça veut dire que si l'appareil, que ce soit une chaîne hi-fi ou une autoradio, est muni d'un lecteur CD-ROM, ben ce logiciel ne sera pas démarré et donc le CD ne sera pas lu. Mais ça, c'est plutôt aux fabricants d'autoradios et de chaînes hi-fi à avertir le consommateur que leur appareil est muni d'un CD-ROM et qui pourrait avoir des problèmes avec la lecture de CD, plutôt qu'au producteur de dire voilà, ça ne va pas sur tel et tel appareil. Problème mis en exergue par Testachat, ce procédé rend la réalisation de copies privées difficile, voire impossible. D'un point de vue juridique, Testachat a raison, puisqu'en fait, le copie existe et ces procédés anti-copie empêchent donc de faire cette fameuse copie privée. À cela, l'industrie du disque répondra qu'il est toujours possible de réaliser des copies analogiques. Toujours est-il que, dans les faits, il est relativement facile de contourner la protection. Dès lors, c'est plutôt le système anti-piratage lui-même qui est à revoir. Il fallait prévoir des systèmes d'anti-piratage qui vraiment luttent contre le véritable objectif, contre le véritable piratage à grande échelle et non pas contre le droit du consommateur qui achète son disque, son CD en toute bonne foi dans un commerce pour lequel, il faut le répéter, il paye une redevance, il paye une redevance sur les supports vierges, il paye une redevance sur les ordinateurs. Mais que se passerait-il si Testachat gagnait son procès? Si effectivement Testachat gagne ce procès, on ne vendra plus de CD en Belgique. Il y a aussi une solution, ou bien on empêche toute copie privée, vraiment de manière générale, de manière tout à fait globale, ou bien et on supprime purement et simplement la redevance sur les CD, c'est-à-dire que l'on supprime les droits d'auteur. Tout ceci repose également la question du piratage en ligne. Le téléchargement de musique via des sites peer-to-peer est peut-être le plus grand danger pour les maisons de disques. En Belgique, à l'instar des États-Unis, une campagne d'information du public va bientôt débuter, avertissant les utilisateurs de ces sites des risques qu'ils encourent. Ensuite, la répression de l'IFPI débutera. Du côté des Internet Service Providers, comme Skynet, on avoue ne pas faire la chasse aux pirates. Nous sommes tout simplement transporteurs de ce genre de trafic. Nous mettons à disposition un certain espace sur nos serveurs pour les clients. Ça veut dire qu'ils peuvent construire leur propre site et y mettre leur contenu. Maintenant, nous ne sommes pas responsables du type de contenu qu'ils y mettent. Par contre, les ISP ne peuvent pas communiquer les coordonnées des abonnés à l'IFPI, mais bien à un juge d'instruction.
Quand on constate une infraction qui se passe sur un système peer-to-peer, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait, c'est on dépose une plainte pour identification de la personne. Nous avons un contact régulier avec IFPI. Quand ils ont une plainte par rapport à un type de contenu illicite et ils nous demandent de suspendre l'accès, nous le faisons. Nous sommes d'ailleurs tenus par la loi de le faire. Annonciateur de la campagne d'information en Europe, un site internet www.promusic.org dénonce les pratiques illicites, promotionne les sites légaux et donne la parole à des artistes militants. Difficile pourtant de s'attaquer à tous les utilisateurs de peer-to-peer, c'est pourquoi dans un premier temps, l'IFPI va cibler sa répression. Mettre à disposition des enregistrements, on ne peut pas le faire, c'est illégal. Et on va entamer des actions judiciaires contre des personnes qui le font. Et le deuxième message, c'est télécharger, premièrement, sauf que ça porte atteinte aux droits des auteurs, des artistes et des producteurs, ça peut aussi nuire à votre propre santé dans le sens que vous pouvez télécharger un virus, vous pouvez télécharger du spyware, etc. Et si plus de uploaders, forcément plus de musique à télécharger. En attendant, certaines maisons de disques ou certains artistes font la police eux-mêmes du site de peer-to-peer. Madonna avait par exemple inondé ses sites de faux fichiers de son single American Life et posé une question. What the fuck do you think you're doing? Quelques heures plus tard, le site de la chanteuse était piraté. Pas simple. Finalement, vous donnez de l'argent pour les avocats qui vont vous poursuivre, vous. Alors Sylvie, il y a un petit site qui n'est pas très cool envers les maisons de disques. Très gauchiste. Ah oui. Acheter des CD, c'est nul. Il ne faut absolument pas l'acheter. Et si on vous en offre un rail, eh bien vous allez vite le ramener au magasin, vous vous faites rembourser, et avec l'argent, vous achetez des CD vierges à graver. Pas tout à fait légal tout ça. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais bon, les arguments ont quand même leur importance, du type, vous allez offrir un CD, vous pensez que ça va faire plaisir à la personne, alors que si ça tombe, ça fait 2 mois qu'elle l'a téléchargé sur Internet. Ouais. Ou dans un mois, ça va même plus lui plaire. En fait, c'est un violent, parce que c'est vraiment le mouvement Fight Back qui est la lutte contre la RIAA aux États-Unis, donc la Recording Industry Association of America, donc qui défend quelque part l'industrie du disque, mais plutôt du côté des majors. Et il y a cette initiative-là qui paraît gentillette comme ça, qui dit votre CD il est ringard, j'en veux pas comme cadeau. Au fond, c'est dire ne m'achetez plus un CD de major, achetez des petits labels indépendants qui vont utiliser votre argent pour promotionner de nouveaux artistes. Et si vous m'achetez un CD d'une major, vous allez en fait qui vont poursuivre si vous achetez un CD d'une grosse major, finalement vous donnez de l'argent pour les avocats qui vont vous poursuivre vous parce que vous téléchargez un fichier ou vos enfants. Oui, mais aux États-Unis, ça se fait quand même énormément. En Belgique, il n'y a pas encore eu de condamnation à la matière. En France, il y en a eu dernièrement pour l'exemple, et ça se chiffrait quand même de façon assez élevée. Mais aux États-Unis, il y a des actions collectives globales. Ça arrive. Oui, mais et l'artiste qui a signé avec la major, alors lui... Les arguments, c'est que finalement, l'artiste, il ne reçoit pas énormément sur la somme que l'on donne. Faites plaisir à vos ados et allez au concert avec eux. S'ils vont préférer ça, et l'argent sera plus facilement... Dans le mouvement Fight Back, il y a un site encore plus violent qui propose de renvoyer tes MP3 à la RIAA par email. Donc tu renvoies tes MP3 par attachement à l'adresse email. Et puis si leur email est bloqué parce qu'ils reçoivent trop de MP3, tu peux aussi imprimer en hexadécimal tes MP3 et les renvoyer par fax ou par courrier, à leur frais. Le bloquer. Voilà, donc parce que c'est vrai, tu as volé, puisqu'on dit copier des MP3 c'est voler. Il faut... Il y a un autre petit combat, celui contre notre ami Georgie. Ce sont des pubs anti-bouche qui ont été réalisées dernièrement grâce aux fonds qui ont été apportés par le site moveon.org, qui est une plateforme de citoyens très active aux États-Unis. Il y a des personnes comme toi et moi qui donnent de l'argent pour le site. Il y a aussi toute une série de personnalités et des célébrités qui les soutiennent, comme des réalisateurs, Gus Van Sant ou Michael Moore, ou encore des artistes comme Moby. Et il fallait réaliser des spots anti-bouche et je vous propose de regarder directement celui qui...
c'est émouvant et en plus c'est extrêmement bien réalisé. De pub professionnelle. Et là, on ne sait pas. Oui, mais c'est Charlie Fisher qui a réalisé cette pub-là. Il y a des professionnels, des mecs qui ont participé au concours. C'est quand même un pro. Oui, lui, c'est un pro. Parce qu'il y a d'autres entrées dans le concours qui sont faites par de totales amateurs avec leur caméscope qui essayent de participer contre des réalisateurs. Ils n'ont aucune chance de gagner, en fait. Si, parce que les idées étaient reprises. Il y avait quand même un pool qui les permettait de les réaliser dans les bonnes conditions. Donc là, le premier prix, il a été diffusé, en fait, ce spot-là, en contrepoint du discours sur l'état de la nation de français mardi dernier. Il y a eu d'autres lauréats. La diffusion, il faut quand même le dire, est payée par de généreux donateurs et aussi principalement par tous les participants de la plateforme. Parce qu'acheter l'espace antenne, ça coûte beaucoup d'argent. Énormément. D'ailleurs, CBS a refusé de passer cette pub-là au Super Bowl. Ah, d'accord. Même s'ils ont 84% des fonds, vous pouvez, si vous avez envie, faire une petite donation pour que ça passe au Super Bowl, donc ce sera, je crois, le 14 février. Donc Super Bowl, c'est un événement sportif du foot. Oui, c'est un peu l'équivalent. Toutes les pubs les plus novatrices, etc., sont projetées là. Quoi. Comme ils payent des sommes astronomiques pour que les pubs soient diffusées là-bas. Merci Sylvie. On peut aussi faire des économiseurs d'écran, faire des fonds d'écran. Alors Cédric, 2 fantastiques petits logiciels à nous présenter. On va commencer par un logiciel de comptabilité qui s'appelle Easy for You. Alors on m'avait dit que les semaines précédentes, j'avais fait des sujets un petit peu complexes. Ici, ce sera Easy for moi, Easy for tout le monde. Easy for tout le monde. Et c'est un logiciel de comptabilité, donc c'est un logiciel qui est pas mal de monde dans la population belge. Les indépendants, les faux indépendants, les indépendants complémentaires, les commerçants, ceux qui tiennent une grande surface, les patrons de PME, etc. Ouais. Bref, peu ou prou, une grande partie de la population utilise ce type de logiciel. Ça sert à quoi? Oui, j'allais vous poser la question. Ça sert à gérer ses clients, ses fournisseurs, les produits qu'on vend, les produits qu'on achète, ce qu'il nous reste en stock, etc. Et bien, je vous ai trouvé un logiciel qui est totalement gratuit, qui est disponible uniquement sous Windows. Pour l'instant, mais pas encore, mais il paraît que c'est en préparation pour l'instant. Le logiciel est il est d'origine presque bruxelloise puisque c'est originaire d'Itterbeek, donc pas très loin. C'est juste à côté d'Anderlecht, donc c'est pas très loin de Bruxelles. Alors c'est un logiciel qui permet, comme je l'ai dit, d'accomplir la majorité des tâches de la comptabilité de la plupart des indépendants aujourd'hui. Ça utilise les normes belges, c'est-à-dire les normes de TVA, etc. Ça permet aussi d'envoyer des informations à votre comptable et c'est compatible avec quelques grands logiciels. L'avantage de ce petit logiciel, je vais dire, par rapport aux autres, c'est qu'il fait aussi bien ce que font les autres pour beaucoup plus cher. Parce qu'il y a par exemple Popsy, Winbooks, ça commence en général à 185 €. Celui-ci est gratuit. Et ça ne finit pas. Ici, vous avez un logiciel de base qui est gratuit. Ce n'est pas de l'open source comme on a pu en parler il y a quelques semaines de cela maintenant. C'est un logiciel fermé mais qui est disponible gratuitement. Donc qui est forcément intéressant pour la plupart des utilisateurs. On peut très bien s'en sortir si on est indépendant, comment dire, et qu'on n'a pas un très gros volume de vente. Ou avec le logiciel basique. Tout à fait. Si on veut des modules supplémentaires, bien c'est un logiciel modulable, donc on peut acheter par exemple des fonctionnalités qui permettent d'envoyer les rappels aux clients. Vous ne m'avez pas payé. Effectivement, ou d'envoyer les promotions, ou de calculer par exemple les commissions que peuvent avoir les revendeurs, etc. Donc c'est assez complet. Donc on peut le compléter au fur et à mesure. Et on peut même aller jusqu'à gérer une boutique électronique en ligne. Donc il y a vraiment des versions, ça commence à 65 € hors TVA. Et ça finit, je pense, à 5 000 €. Mais avec 5 000 €, vous avez de quoi gérer une bonne petite boutique avec des codes barres. Donc ça s'adresse aux petits indépendants. Et puis, il peut faire grandir son logiciel comme il va faire grandir son entreprise. Exactement. Quoi. Ça mesure un peu plus de... Donc c'est pas très lourd à télécharger. C'est gratuit dans la version de base. Vous devez simplement vous enregistrer auprès de la société. Mais je me suis enregistré il y a environ 2 mois et j'ai pas encore reçu de mail. Donc on peut dire que c'est pas une société qui va vendre votre adresse email à d'autres pour pouvoir rentabiliser ce logiciel gratuit. Très intéressant, easyforyou.be, tout simplement. Alors un second, pour les photos, c'est quoi? Vous utilisez peut-être un appareil photo numérique. Oui, tout à fait. Et je vais vous expliquer mon cas, par exemple. J'utilisais avant un Mac. Alors il y a un logiciel qui est fourni avec le Mac qui s'appelle iPhoto, qui est vraiment un logiciel remarquable, qui est le monde, qui a la plupart des fonctionnalités. Mais il n'existe pas sous Windows. Alors je suis passé récemment sous Windows et je me suis dit, comment vais-je retrouver un logiciel aussi intéressant que celui-là? Photoshop. J'ai trouvé Photoshop un peu compliqué. Il y a une autre version, il y a une autre version qui s'appelle Photoshop Element, qui est également un petit peu austère quand on veut manipuler des photos et vivre ça de manière un petit peu intuitive. Il y a Corel aussi qui propose un logiciel qui s'appelle Photobook, qui n'est pas très convaincant encore dans sa version actuelle. Et puis, je me
et j'ai tapé iPhoto pour Windows et j'ai trouvé un logiciel qui ressemble à s'y méprendre à iPhoto. Il s'appelle Picasa. Déjà, Picasso, un petit jeu de mots. Déjà, c'est un petit joli nom. Et puis, vous voyez, version téléchargeable d'évaluation en 30 jours. Vous dites, bon, ça va être gratuit pendant 30 jours, on va l'essayer. Et même si c'est pas iPhoto, même si mais après les 30 jours, c'est cher ou c'est 29 $. Oui, ça. C'est pas encore trop élevé. Ouais, surtout que le dollar est dévalué pour l'instant. Allons-y. C'est plus intéressant de l'acheter maintenant. Et donc, pour 29 $, vous avez un logiciel qui ressemble à mais qui a des fonctionnalités tout à fait intéressantes. Vous pouvez retoucher vos photos, utiliser des photothèques, graver des CD, graver des DVD aussi, ce qui peut être intéressant. On peut rajouter des choses sur les photos, un petit dessin? Pas encore, mais par exemple, vous pouvez utiliser des filtres de Photoshop ou d'autres logiciels, donc vous pouvez faire un petit peu de la manipulation. Ah, oui. Vous avez des fonctionnalités très intéressantes, une fonctionnalité qui s'appelle Timeline et qui permet de faire une chronologie de vos photos. Et donc, vous avez une sorte de petit écran qui fait une ligne du temps avec toutes vos photos, ce qui est très intéressant. Vous pouvez aussi faire des économiseurs d'écran, faire des fonds d'écran, les envoyer à vos amis. Et, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment pris le logiciel iPhoto comme base et ensuite ils essaient au fur et à mesure d'ajouter le maximum. Donc c'est les presque plus complet alors que iPhoto. C'est-à-dire que c'est un clone qui n'est pas du tout au même niveau qu'iPhoto pour l'instant, mais qui est très très intéressant et très prometteur. Avec une technologie qui s'appelle Hello, je trouve ça très joli. On est vite content. Hein. Et qui permet de partager ces photos avec d'autres utilisateurs, mais pas seulement de ce logiciel, mais d'autres utilisateurs, en les publiant sur Internet ou en faisant des économiseurs d'écran. 29 $, je crois que c'est pas très cher. Après la publicité, on se retrouve avec des images exclusives pour les jeux vidéo, 3 petits DVD et un petit livre. À tout de suite. Les Portugais n'ont guère le choix. Au nord et à l'est, c'est l'Espagne. Inutile d'y penser. Une seule solution, la mer. Très peu pensaient les revoir un jour, lui et son équipage. Le Portugal les sacrifie de gloire. Pourtant, à l'heure où l'aube se lève sur Lisbonne, ils appareillaient pour un voyage qui allait changer leur vie et la face du monde. Tout au long du mois de janvier, emboîtaient le pas de ces navigateurs bravant leur peur afin de définir les frontières du nouveau monde. La route du soleil levant, un documentaire de Luc Cueillevers, tous les jeudis à 20h55 sur la 2. C'est vraiment le jeu bourrin old school. On est de retour et pas avec n'importe quoi puisqu'on a des exclusivités, des jeux vidéo qui ne sont pas encore sortis. Oui, 3 previews en matière de FPS cette semaine. Donc les first-person shooters. Les first-person shooters. Donc on va commencer avec Far Cry. Far Cry est un jeu qui est actuellement en phase de bêta-test sur Internet. 5000 joueurs s'affrontent actuellement pour un petit peu valider le code réseau du jeu. Donc ce qu'il a de particulier ce jeu, c'est que justement il te propose des affrontements dans un monde complètement ouvert, avec une végétation luxuriante. D'îles paradisiaques, donc tu as à la fois du sable jaune, une mer bleue turquoise et au centre des îles une végétation abondante avec un paysage volcanique par exemple. Donc il est vraiment très très beau quoi. Il y a des effets. Il a gagné un prix je crois. S'il te plaît, il a gagné le prix du plus beau jeu de CTS cette année à la rentrée. Mais quel est le but de ce jeu? Les mecs doivent... Eh bien, en fait, il y a d'abord une histoire solo que je ne connais pas, puisqu'on n'a pour le moment pu jouer qu'à la version multijoueur. Donc, pour le moment, c'est simplement des affrontements de type assaut, c'est-à-dire des combats où il faut protéger des lieux pendant un certain temps, quoi. Et avec plusieurs classes de personnages. Des guerriers, des médecins, des gens plus techniques qui détruisent des murs et autres. On varie la position. Voilà. Donc ça c'est vraiment le premier jeu, finalement assez classique dans sa forme, mais c'est sa réalisation qui est vraiment particulière et qui est vraiment assez jolie, vraiment des couleurs très chaudes. Contrairement Killer, qui est un jeu beaucoup plus gore, beaucoup plus gothique. Je veux dire que c'est fort sombre et c'est surtout un jeu qui est bourrin à mort. Quoi. Mais il n'est pas violent parce que tu ne tues finalement que des morts. Oui, les mecs ils n'ont pas mal, ils n'ont pas mal. Personne, ils sont jamais morts. Mais par contre des louches. Ah oui, des louches parce que les ennemis ils arrivent vers toi à l'appel. Ils t'assaillent véritablement. Ce n'est pas 10 ennemis, mais c'est 50 ennemis qui t'arrivent dessus. En fait, c'est super nerveux, tu tires, et surtout tu bouges très vite parce que le jeu est réglé de telle sorte que
passe de manière fort rapide. Visuellement, c'est magnifique. Ah, c'est très beau. C'est un jeu DirectX 9. Donc utilise les dernières possibilités des cartes vidéo 3D. Des cartes 3D, avec de très jolies textures, de très jolies couleurs, des formes bien rondes. Beaucoup de polygones dans ce jeu, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment le jeu bourrin old school par excellence, qui fait penser à Serious Sam ou à Quake 2 avec des boss immenses à la fin. Donc vraiment un jeu super classique, vraiment old school. Ah oui, alors là ça n'a vraiment rien à voir, c'est vraiment le jeu, c'est vraiment le coup de cœur, c'est le jeu dont tout le monde parle aujourd'hui, peut-être juste après Doom 3 et Half-Life 2, c'est vraiment le jeu le plus attendu, c'est Stalker Oblivion Lost. Alors il faut savoir que Stalker Oblivion Lost, ça se passe dans l'enceinte, si tu veux, de Tchernobyl et de toute cette zone irradiée autour de Tchernobyl. Il faut savoir que les développeurs du jeu sont des gens qui sont issus de Kiev, donc qui se trouvent à quelques kilomètres de la centrale. Et donc ils ont été quand même fort influencés, on a même tous été... Donc ce jeu te met dans la place d'un stalker, c'est-à-dire un passeur, un maraudeur, quelqu'un qui va un petit peu aller fouiner dans cette zone interdite et qui est là pour récupérer des artefacts, c'est-à-dire des objets irradiés par les diverses explosions. Parce que ça se passe en 2012, il y a eu plusieurs explosions, la zone s'est étendue et on ne sait pas très bien pourquoi. La particularité, c'est la qualité de la réalisation visuelle. C'est bluffant. Là, on ne sait pas si c'est de la vidéo. C'est comparable avec de la vraie photo, de la vraie vidéo. Tout à fait, parce qu'il y a un trailer qui est sorti sur Internet. Les développeurs du jeu pour aller faire du repérage, et puis le trailer passe de la réalité vraiment à l'image virtuelle, et on ne se rend pas compte, on n'arrive pas à voir quand on voit donc ça, on est impatient de pouvoir y jouer. C'est formidable, c'est photoréaliste, on arrive tout doucement vers le photoréalisme, c'est pour, à mon avis, dans 2-3 ans. Okay. Et alors, est-ce qu'on a des nouvelles du fameux Half-Life 2 ? Ah mais oui, mais il est sorti Half-Life. Comment ça, il est sorti ? Si, Half-Life 2 est sorti en Ukraine, justement. En fait, c'est la version... C'est la version officielle non, mais non, c'est pas la version officielle, c'est la version leakée, la version qui a été... Oui, tout à fait. Et donc, elle est en qui vente. se retrouve maintenant dans certains magasins ukrainiens avec une pochette qui lui est bien propre et qui a été traduite en russe. Incroyable. Ah, c'est fou, quoi. Mais et c'est totalement illégal, évidemment. C'est totalement illégal, c'est malheureux. Et tu as réussi à le tester Ah non, malheureusement, j'ai pas pu le tester. J'ai pas pu le tester. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a comme info sur Half-Life 2. Je crois que les développeurs, depuis la malheureuse histoire qui leur est arrivée justement cet été, ont peut-être préféré se faire de plus en plus discret pour le moment. Ouais. J'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche. En vente. Les emails ne seraient plus une correspondance privée. Alors mon bon Jacques, quel est le problème chez nos amis français ? Alors, nos amis français ont mis un certain temps à faire passer une loi qui met en vigueur en France la directive européenne sur le commerce électronique, ce qu'on a déjà fait depuis un certain temps en Belgique. Et donc, ils ont découvert, il y a deux choses qui sont passées. Une qui était connue, à savoir une certaine responsabilité des fournisseurs d'accès pour le contenu des sites qu'ils hébergent. Et une deuxième qui est typiquement française et beaucoup plus grave, c'est de considérer que les emails... Le problème sur la responsabilité pour le contenu, c'est pas le fait qu'ils soient responsables, c'est le fait qu'on leur demande sur simple plainte de eux-mêmes juger s'ils doivent couper ou pas l'accès à un site, à une page, mais aussi à un streaming, à un fichier, à un commentaire dans un forum. Et donc là, le problème, c'est que s'ils coupent, ils peuvent être assignés parce qu'au contraire, ils ont fait perdre de l'argent à un site de commerce électronique, par exemple, ou qu'ils auraient atteint la liberté d'expression. Et donc les ISP disent, nous ne sommes pas juges, et donc on refuse d'endosser cette responsabilité. Et donc, il faut être clair, en France. Qui serait une bonne chose pour les hébergeurs belges, mais... Oui. Finalement, c'est pas une bonne idée, on continue. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est à peu près la même chose, le même débat qui s'est passé en Belgique, mais donc avec un peu de retard, à savoir qu'on considère que les fournisseurs d'accès ne peuvent évidemment pas contrôler tout a priori. Ils ne peuvent pas être en permanence, engager 50 000 personnes pour regarder tout ce qui se passe sur Internet. Surtout, ils ne peuvent pas juger, c'est très subjectif. La première chose, donc, c'est qu'ils ne peuvent pas contrôler a priori, donc on leur a demandé de contrôler éventuellement a posteriori si quelqu'un se plaint. Alors là, évidemment, il y a des choses claires. Si on dénonce un site pédophile, bon là, effectivement... Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça, c'était pas encore le cas en France, parce que la loi n'existait pas encore, elle n'avait pas été en place en France. Par contre, il y a évidemment tout ce qui est la diffamation, par exemple. Je dis du mal de quelqu'un, est-ce que c'est une diffamation? Je publie des photos. Je publie des photos de quelqu'un, est-ce que j'ai l'autorisation, est-ce que je l'ai pas? Donc on est dans une zone grise. Et là, les ISP françaises disent, on ne peut pas juger. ISP, c'est quoi? Les fournisseurs d'accès. Okay. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Belgique? Eh bien, en Belgique, les fournisseurs d'accès ont mis dans leurs conditions générales d'hébergement que dans l'hypothèse où il y a une plainte, ils ont
tout ça. C'est un peu comme dans les magasins où tu dis on se réserve l'accès aux gens qu'on trouve pas sympa. Et donc là, il y a une manifestation des fournisseurs d'accès français qui est un peu excessive. Ils sont un peu de mauvaise foi, ils pourraient faire... Mais par contre, sur l'email, là, il y a un scandale, parce que moi, finalement, cette directive sur les commerces électroniques, soyons clairs, au fond, c'est pas uniquement de rassurer le commerce électronique, parce que là, tout l'arsenal existait déjà. Au fond, on atteint aux libertés fondamentales d'expression, de communication... De chacun, finalement. Oui, de chacun, de privacy. Hein. Du disque, soyons clairs, c'est la raison principale. Non, je dirais... Et là, pouvoir ouvrir l'email de n'importe qui, alors pourquoi pas le courrier, pourquoi pas le fax, pourquoi pas les écoutes téléphoniques libres pour ce... Non, il y a deux choses. Un, c'est pas la directive européenne qui a fait ça, parce que la directive européenne était relativement équilibrée, c'est l'interprétation que les Français en ont fait. Donc là, ils sont allés, ce qui est permis en principe dans le droit européen, l'État français est allé beaucoup plus loin. Et notamment en mettant en place cette réglementation qui considère que les emails ne sont pas des communications privées. Et effectivement, il y a eu dans les débats au niveau de la piraterie, etc. Donc, à mon avis, ils sont allés effectivement un pas trop loin. Alors, deux questions qu'on peut se poser. Un, est-ce que cette loi est en application? Pas encore, parce qu'elle doit encore passer au Sénat français. Elle doit encore être votée. Oui. Donc elle doit encore être votée une deuxième fois au Sénat. Il y a des abrutis en Belgique qui proposent la même chose. La première chose, c'est qu'elle doit donc être votée en France. La deuxième, c'est que bon, le risque existe toujours. On peut toujours avoir deux parlementaires qui décident de déposer une proposition de loi mettant la même chose. On l'a vu récemment pour le voile islamique. On l'a vu pour la suppression. On l'a vu pour la suppression des pop-up. Oui, c'est surréaliste. Donc c'est possible, mais effectivement, il faut savoir que ça n'est pas un lobby pour le moment de défense des droits de l'homme qui est quand même relativement important, qui va empêcher, je crois, que cette réglementation soit mise en place, d'autant plus qu'on ne comprend pas pourquoi réglementer plus l'Internet que le monde réel. Ça n'a aucun sens. Pourquoi réglementer plus la publicité? Pourquoi réglementer plus la correspondance? Il y a une tendance actuelle au niveau réglementaire et législatif qui est assez étonnante, mais en tout cas, sur ce point-là, je crois que les Français sont vraiment allés un pas beaucoup trop loin. Il faut rester vigilant. Absolument. Et puis finalement, on s'aperçoit une fois de plus que les Français ne sont pas... Oui, il y en a 3-4. Ce qui étonne en tout cas dans ce jeu, c'est directement la réalisation qui est assez exemplaire. Le retour d'un homme qui respecte la vie privée des autres, Gilles. Oui, je suis venu vous parler d'une vieille série également des jeux vidéo qui s'appelle la série Legacy of Kain. Oui, chaque année, tu viens nous en parler, j'ai l'impression depuis 5 ans qu'on parle tout le temps des mêmes jeux. Oui, ben en fait, il y a une nouvelle version qui sort évidemment pour refaire la part belle aux consoles actuelles, avec un sous-titrage défiance. Ici, ils ont repris un petit peu c'est le 5e épisode. C'est toujours des vampires, mais en mieux. Ouais, ici, ils ont repris les deux protagonistes qui sont Raziel et Kain. Et c'est un jeu qui, à l'époque où c'était sorti, avait eu la difficile tâche de se positionner par rapport aux jeux de plateforme, puisque Tomb Raider avait pris un peu toute la place avec les attraits de Lara Croft. Ici, on est dans un trip vampirique nettement plus... La Kill Bill, un coup de machette, ouais, c'est assez gore quand même, donc c'est réservé en tout cas aux plus de 16 ans. Ce qui étonne en tout cas, exemplaire. En tout cas, les graphismes sont toute beauté, l'architecture des niveaux est assez agréable à regarder. Donc c'est un jeu qui a bien évolué par rapport au précédent, oui, les graphismes. Oui, en tout cas, de ce point de vue-là, il y a quand même en tout cas un gros bémol qui est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'action, on s'ennuie quand même un petit peu. Dans le premier, il y avait la possibilité d'acquérir dans le jeu des super pouvoirs pour voler ou passer à travers les murs. Est-ce que là, il y en a de nouveau? Oui, tout ça est toujours présent. Il n'y a pas énormément d'innovation. Finalement pas très présent, donc c'est assez vide, assez lent. On peut pas jouer à deux ou... On passe d'un personnage à l'autre, c'est ça tout l'intérêt de cette série-là, c'est son scénario, c'est le côté très attachant de ces deux personnages, même s'ils sont plutôt affreux. C'est aussi également ces voix françaises qui sont vraiment très lourdes et très pesantes et plongent assez directement le jour dans un... Une voix très connue dans le milieu du cinéma. Il y a la voix française de Kevin Costner, il y a d'autres noms également, mais en tout cas c'est un jeu qui... On a un peu de mal à accrocher, en tout cas à tenir la distance. Oui. Un jeu que les fans de la série auront plaisir à retrouver. Ces gens ont des idées complètement à la masse, mais complètement géniales. Brice, pour le plaisir des ladies et le nôtre, Jean-Marc Panis. Je suis là. Avec quelques DVD. Alors c'est des gros DVD. C'est des gros DVD, bien que la période des cadeaux, Noël, etc. soit passée. Je suis venu avec mes gros DVD parce que je voulais
d'un label français qui s'appelle Labels, qui sort ses gros DVD. Alors j'ai une petite question pour vous, les amis. Chris Cunningham, je vous dis Chris Cunningham, vous me dites Richie Cunningham, Happy Days. Ça pourrait, mais c'est surtout le réalisateur qui a fait les 3/4 des clips d'Aphex Twin. Richard A. James, son pote de quand il était petit dans les Cornouailles. Il a fait les clips pour Björk, il a fait des clips pour Portishead. Et on n'en a jamais entendu parler. Et on n'en a jamais entendu parler parce qu'en général, si je l'entends, qui chantent ou qui ont un groupe. C'est-à-dire, on connaît les artistes, mais le réalisateur qui a fait tout le clip. Souvent, il passe complètement inaperçu. Quand on voit le clip à la télé, il n'y a jamais le nom du réalisateur. Non, c'est un peu crétin. C'est un peu crétin. Et alors, par exemple, je vous dis Michel Gondry. Moi, je connais. Michel Gondry, un français. Michael Gondry. Michael Gondry, c'est un français. Parce qu'il est en partance perpétuelle pour les États-Unis. Donc, Michel Gondry. Très honnêtement, je ne connaissais pas. C'est le gars qui a fait quasiment tous les clips pour Björk, par exemple, pour Kylie Minogue, pour Beck, il a fait pour un peu tout le monde, Madonna aussi. Et maintenant, ce Michel Gondry a, comme François Truffaut ou Alfred Hitchcock, son DVD à son nom dans cette collection qui s'appelle Director's Label. Et je voulais aussi vous parler de Spike Jonze. Spike Jonze, ça je connais parce que moi je suis un fan de Dans la tête de John Malkovich, qui pour moi est un film culte tout à fait extraordinaire. Donc Spike Jonze qui a commencé comme les deux autres à faire des trucs avec ses potes, parce que Spike Jonze c'est un skater, c'était le copain des Beastie Boys, donc il a fait les clips de sabotage et des trucs comme ça. Petit à petit, génial, et plus ils avancent avec le temps, plus on leur donne des moyens. Ils arrivent à réaliser leurs idées. Voilà, et ils arrivent finalement à faire des films comme Being John Malkovich ou Adaptation, qui était son deuxième film. Michel Gondry, quant à lui, est en route pour The States aussi, où il va réaliser un film avec Jim Carrey avec un budget phénoménal. Et un des intérêts de ces coffrets, on se demande pourquoi ils sont si gros. Ils sont gros brises parce qu'à l'intérieur, il y a un disque double face, et un petit livre que je te mets. Et ces gens sont très généreux parce que, entre autres, Michel des documentaires, donc des sortes de making-of, mais aussi il y a par exemple un film qu'il a tourné pour l'anniversaire de 24 ans de son frère, quand il n'était pas encore super connu. Et il a mis dedans. Oui, donc c'est des gens qui filment depuis qu'ils sont tout petits, ils filment un peu de tout, ils filmaient déjà à l'époque avec leur caméra Super 8 et ils ont continué. Et donc, quand on arrive au bout de ces DVD qui sont assez fournis, on connaît mieux un peu l'univers. Et on se dit que si ces gens n'avaient pas eu des amis comme ils ont eu, ils auraient sûrement filmé d'autres choses. Et Spike Jonze, c'est lui qui a fait ce clip incroyable avec pour Fatboy Christopher Walken. Tu vois où moi, je avec Fatboy Slim. Que Michel Gondry, c'est lui qui a fait le fabuleux clip de White Stripes qui est diffusé pour le moment. Terrible. Je n'en sais absolument rien. Je pense que c'est très bon marché. Je pense que c'est entre les 20 et les 30 euros. Mais ça les vaut parce qu'il y a une durée assez longue. Parce qu'il suffit de parcourir le sommaire pour se rendre compte du nombre de clips qu'on connaît ou dont on a déjà entendu parler. On se dit, bon sang, complètement séduit. En plus, quand on parcourt ces petits livrets qui nous sont offerts à l'achat évidemment de ce DVD, on entre vraiment dans l'univers avec plein d'anecdotes, des dessins, des storyboards. Écoute, moi je vais te les prendre pour pouvoir me dire ah ouais c'était lui, je les chope. Et moi je trouve que c'est une vraie bonne idée. Aussi. Et moi je vais te les prendre après. D'accord. Vraiment, je trouve ça très très bonne idée. Réhabiliter les créateurs de clips, c'est une bonne idée. Petit clip, un petit peu de lecture avec des nouveaux magazines qui viennent de sortir. Oui, 2 nouveaux magazines dans le monde de l'édition du jeu vidéo en France. C'est Canard PC et Gaming. Alors qu'en pensez de ce petit Canard PC? Ah, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Il faut savoir en fait que les équipes rédactionnelles de ces 2 magazines sont issues des magazines Joystick et Joypad qu'on connaît bien depuis de nombreuses années. Ils sont partis parce qu'ils avaient simplement envie de créer autre chose, autrement, loin de toute une structure. Quelque chose de plus personnel, plus en adéquation peut-être avec un public qui a vieilli, qui a mûri. Ça fait quand même 20 ans que les jeux vidéo existent. Ils sont sur le marché, Et donc le marché a mûri justement, et donc l'approche est peut-être un petit peu différente, un petit peu plus extérieure, si tu veux, avec un peu plus de réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo. Donc Canard PC, c'est du bon, quoi. Ah, c'est du tout bon. En fait, c'est quelque chose qui a une périodicité hebdomadaire, donc c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est toujours des mensuels. Ici, c'est quelque chose qui se rapproche
Et j'imagine qu'on peut le trouver à l'entièreté sur le web aussi. Le premier numéro est disponible en format PDF pour le moment sur Internet. Oui. Par contre, Gaming reste toujours en format mensuel, mais justement ici est d'autant plus libre dans ce que eux les motive au niveau des jeux. Donc ce qui fait aussi le charme de ces deux magazines-là, c'est que c'est vraiment écrit par des gens, et on sent vraiment la rédaction derrière, la bande de potes qui s'amusent et qui écrit, réfléchit autour des jeux. On a vraiment un point de vue particulier aussi, ils n'hésitent pas à faire des réflexions autour des jeux, des choses comme ça. Ouais. Et la critique des jeux vidéo, elle est bonne? Ah oui, il faut savoir que ces gens éditent leur magazine sur des fonds propres, donc ils ont eux-mêmes financé la réalisation de ces deux magazines, et donc ils sont totalement libres, indépendants vis-à-vis des éditeurs. Ça se sort dans le ton, ça se sent dans les codes des tests et autres prix. Pour le moment. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ils sont tous les deux... C'est différent aussi, c'est des positionnements différents, mais à l'heure actuelle, il y a énormément d'offres sur le marché, et en tout cas... Ils sont assez complémentaires, puisque Canard PC est surtout basé quand même sur le PC. Gaming est multi-console, multi-plateforme, je veux dire, mais enfin c'est quand même un petit peu plus console que PC, donc ils sont assez complémentaires finalement. Donc pour vous faire un petit avis avant de jouer, et une bonne lecture au coin du feu. Et j'aurais pu mourir là, comme on souhaiterait s'abandonner pour toujours dans... Renaud n'est pas là, parce que c'est moi qui ai lu un livre. Tu as lu un livre? J'ai lu un livre. Allez, soyons clairs, pour les téléspectateurs, il faut que vous sachiez qu'il en a lu plusieurs. On va simplement parler J'ai lu des oui-oui, et puis j'ai lu celui-ci. Oui. C'est le livre de Laurent Garnier. Je ne l'ai pas lu, je l'ai bouffé, parce que j'ai adoré. Je l'ai adoré, vraiment. D'ailleurs, j'ai pris l'avion, j'ai super peur en avion, et il m'a permis de tenir, d'oublier que j'avais peur. Ah, je crois que tu... Ok. Quoi? Non, je crois que tu avais vomi, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas vomi, mais attends, regarde, il est là. C'est l'histoire. Laurent au travers de son expérience, de 1987 à aujourd'hui. 1987, c'est à ses débuts officiels, on va dire, à Manchester, Londres, tout ça. Excuse-moi, mais c'est normal que tu aies une photo de Pascal Sevran? J'ai une photo de Pascal Sevran, mais ne l'enlève pas, c'est mon marque-tapage. C'est mon marque-tapage, parce que je vais vous lire un petit extrait, je le fais maintenant. Hein. Page 208, qui n'est autre que l'adresse du Fuse à Bruxelles. C'est le numéro 208. Quelle coïncidence incroyable. Quelle coïncidence incroyable. Pour moi, ça résume un peu ce que Garnier pense de la musique. Et j'aurais pu mourir là, comme on souhaiterait s'abandonner pour toujours dans un parfait et grandiose orgasme. Non, l'orgasme, ça marche toujours, ça. Et la musique est orgasmique. Je savais pas qu'il était danseur. Mais danseur, je veux dire, il veut dire sur le dance floor, quoi. Une question qu'on peut se poser, parce qu'un DJ, c'est pas censé être une plume, est-ce que c'est bien écrit? Je trouve que c'est très bien écrit, en tout cas. C'est du français ou c'est du franglais? Non, c'est du français, c'est très bien écrit. Il n'a pas écrit tout seul, hein, avec David Vralambert. David Vralambert. Et t'es très vite pris dedans. Je connais les ambiances de la nuit. Par exemple, il décrit une discothèque de jour, alors qu'il y a eu une soirée le jour avant et qu'il y en aura une le soir. Cette odeur de tabac froid. Ouais, le tabac froid, les néons, les ouais, cette bière qui colle quand tu marches. Enfin, il décrit ça superbement. Tout ce que j'aime à écouter en musique, moi je l'ai écouté sous du Mantronix ou du Kraftwerk. Mais alors là, c'est pour illustrer le livre. Il sort un coffret, merveilleux coffret, avec 5 CD, enfin 3 CD. Parce que tu les reçois gratuitement ou tu dois les acheter? Tu dois les acheter. Mais ce qu'il trouvait que c'était un peu cher de proposer 5 disques. Et c'est quoi? C'est des sets de... Alors c'est des sets qu'il a fait tout au long de sa carrière. Il y a notamment un set au festival Sonar en Espagne qui est superbe. C'est qu'avec des vieux morceaux entre 89 et 92. Et avec 5 disques, t'as assez pour lire le bouquin en 5 heures? Je crois pas. Non? Non. Parce qu'il vaut mieux espacer, faut pas lire d'un coup. T'espaces, tu prends des ambiances. Et Laurent Garnier. Et là-dessus, vous pouvez aller voir des clips, parce que les clips de Garnier sont en général pas diffusés sur les chaînes, même chaînes musicales, parce qu'ils sont un peu longs. C'est carrément des petits films, ils sont vraiment très très bien. Et puis alors on peut aussi aller sur... F comme Shop? Ouais, F comme Shop, ça c'est pour commander des disques. Pour acheter les disques, hein. Et il y a aussi Pedro Broadcast, ça c'est...
sélection par Laurent Garnier. Et pourquoi Pedro? Tu vas me poser la question. Pourquoi Pedro? Parce que c'est le premier nom de DJ de Laurent Garnier. Quand il a commencé à Manchester, à l'Hacienda, il lui fallait un nom. Il faisait encore des études pour devenir cuisinier. Tout à fait. Et oui, comme quoi beaucoup de DJ sont des cuisiniers ratés. Tu le savais? Non, moi je savais pas. Ah ben voilà, parce qu'apparemment il y a un rapport entre touiller dans les casseroles et tourner les disques en fait. Oui, peut-être, peut-être. Oui. Enfin, voilà, c'est vraiment, je vous le conseille, si vous aimez la musique électronique, que vous voulez la connaître et la découvrir, parce qu'il y a aussi toutes les playlists. Et comme ça, j'aurais un peu moins un culte en musique électronique. Et alors, ceci est distribué évidemment chez FCOM, qui est la société de label. Et qui est distribué par Pias en Belgique. Alors, on était à Balsamine, à la Balsamine. Je regarde, c'est comme si j'avais oublié. On était à la Balsamine, super émission, super endroit. Et ils ont aussi on va se jouer spectacle. Le Collier d'Hélène, qui se jouera du 30 janvier au 7 février. Venez-y donc, nombreux. Mais bon, c'est la fin de l'émission. Donc les cadeaux. Les cadeaux, alors cette semaine, nous aurons un cadeau offert par Photo Hall, comme chaque semaine. 3 exemplaires du Logitech de la taille d'une carte de crédit, mais qui est muni d'un flash. Qui est muni d'un flash, ça c'est original pour des appareils si petits, qui en plus a une résolution de 1.3 mégapixels, avec 64 mégas de mémoire intégrée qui permet de faire une quarantaine de photos en haute résolution. Voilà, super cadeau offert par Photo Hall. Et puis nous aurons aussi... un petit mot quand même pour jouer. Oui, par exemple. Je dis jeune, puisque Brice est habillé en jaune aujourd'hui. Oui, je suis en jaune aujourd'hui. Je suis en jaune, c'est musique électronique, tout ça. Et alors, j'aurai aussi 5 exemplaires de Robin Hood Defender. Mot de passe, je propose Flèche. Et enfin, nous aurons 5 exemplaires de Legacy of Kain Défiance, et cette fois-ci seulement pour PlayStation 2. Aussi un mot de passe, Raphaël. Vampire. Voilà. Merci à tous. Bye bye. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Votre enfant vient de naître. Sa santé et sa croissance doivent être vérifiées régulièrement. Pour cela, vous pouvez bien sûr consulter votre médecin